Dans l'aspect du freaking, qu'est l'ingénierie sociale, c'est Denis l'expert. Il s'agit simplement d'entrer en contact avec des employés d'une compagnie de téléphone en leur faisant croire qu'on travaille pour elle aussi. Du bureau d'Alpine à... Du raccord, puis remettre le raccord en place. Et il pouvait appeler la salle de commutateur et dire « Bonjour, ici Fresno. On a une erreur de traduction sur votre joncteur, là. Vous pouvez arrêter le joncteur numéro de temps, me donner le numéro de code de ci, de ça, et puis aussi... » Et le gars s'exécutait. Quand les compagnies de téléphone se rendent compte de l'intrusion, elles décident tout de suite de sévir. Un certain nombre d'entre nous ont reçu plusieurs avertissements des agents spécialisés de la compagnie de téléphone, des gens qui travaillaient pour la sécurité. Les conférences des Freakers regorgent bientôt d'histoires sur des enquêtes menées par les agents des compagnies de téléphone. En particulier, le célèbre Monsieur Duffy. Et l'un des rares agents spécialisés est venu me parler quelquefois. Il a aussi parlé à mon père, dans l'espoir que j'arrête de faire ça, bien sûr. On arrêtait pendant un certain temps et puis ça repartait. Ça nous amusait tellement, on s'y remettait. Monsieur Duffy va bientôt être détrôné par une menace bien plus grande, l'exposition médiatique nationale due à un journaliste de New York, Ron Rosenbaum. C'est comme si on entrait dans ce mouvement surréaliste des hors-la-loi de l'électronique. Ils envoyaient des messages sans utiliser les voies autorisées. Mais ils inventaient aussi la sensibilité propre aux hackers. Je crois que les Freakers répondaient à une sorte de paranoïa généralisée à propos des téléphones et de la communication. Je crois qu'à cause du mouvement contre la guerre et de la réaction du FBI face à ce dernier, tout le monde croyait que son téléphone était sur écoute. Le téléphone était devenu le point central d'une sorte de paranoïa généralisée sur l'intrusion du gouvernement dans nos vies, le non-respect de la vie privée, ce genre de choses. Rosenbaum réussit à localiser Denis et Joe Negressia, mais Captain Crunch reste insaisissable. Captain Crunch est l'un des grands personnages américains, un fantasme de super-héros de chez nous. Tous ceux qui avaient été interrogés par Ron Rosenbaum ont parlé de Captain Crunch. Alors je l'ai appelé et j'ai dit « Écoutez, on préférait que vous ne publiez pas cet article, parce que ce n'est vraiment pas une bonne idée. » Captain Crunch était très inquiet. Il me répétait, quoi que vous fassiez, je ne veux pas que ces informations tombent aux mains de l'underground radical. Il pensait que ça pourrait paralyser le réseau téléphonique américain et peut-être provoquer la capitulation des États-Unis devant l'Union soviétique sur le plan nucléaire. En octobre 1971, l'article de Ron Rosenbaum sur les Freakers paraît dans un célèbre magazine américain. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai lu l'article et je n'arrivais pas à y croire. Ça révélait tellement de choses, ça me semblait tellement irréel. J'ai tout de suite compris que le freaking tel que je le connaissais, c'était terminé. J'ai lu l'intégralité de l'article à Denis au téléphone et on a réuni tout le monde pour l'une de nos dernières conférences call. J'ai lu l'article à tout le monde parce qu'il n'y avait pas forcément accès et ils avaient du mal à y croire. Je leur ai dit, vous avez vraiment fait n'importe quoi. Vous n'auriez jamais dû laisser ce gars vous parler. Vous n'auriez pas dû lui donner toutes ces informations. Après la parution de l'article dans le magazine, tout le monde veut utiliser le freaking. Par la suite, ces parasites se sont multipliés. C'était surtout le fait de gruger qui leur plaisait. Et dans certains cas, l'idée de vandalisme, comme pour des ados. Je fais quelque chose de mal, c'est cool, hein? Mais dans d'autres cas, c'était pour l'argent. Accelerated program to catch phone freaks, which is more successful all the time. We find that we detect people who are businessmen. We find private detectives, stockbrokers, automobile dealers. We've even found some members of organized crime. Les pionniers du freaking subissent le même violent retour de bâton que les fraudeurs. Des gens à Los Angeles se sont fait arrêter. Des gens à Seattle et à New York ont été interpellés. Des enquêtes ont été confiées aux chambres d'accusation.
Ils sont venus chez moi avec un mandat de perquisition et ils ont fouillé mon appartement. Comme j'étais moins impliqué là-dedans que certains, j'ai juste été condamné à 10 jours ferme et 3 ans avec sursis. Évidemment, tous ceux qui se sont fait arrêter avaient mon numéro. À cause de cet article, on a fait de moi le pilier du système. Les autorités ne laissent rien passer. La possession d'une Blue Box peut coûter jusqu'à 2 ans de prison. Il y a eu cette fois où, manque de chance, je me baladais avec. Je descends de la voiture, 3 voitures viennent me bloquer. Une devant la mienne, une derrière et une sur le côté. Un agent du FBI sort et m'attrape direct. Captain Crunch est inculpé par les fédéraux de fraude électronique. Il passera en tout 4 mois en prison. J'étais un vrai pirate, mais pour les téléphones. C'était moi le méchant. Le freaking est mort, mais pas enterré. Une révolution technologique mondiale est sur le point d'exploser. Et Captain Crunch sera là pour inspirer toute une nouvelle génération de hackers. Le piratage a commencé par une exploration du réseau téléphonique. Mais tout va changer avec l'invention de l'ordinateur personnel, ou PC, une révolution technologique inspirée par les hackers eux-mêmes. La clé de toute cette révolution est un jeune étudiant en école d'ingénieur du nom de Steve Wozniak, dont le monde a été chamboulé par la parution de l'article sur la technologie de la Blue Box. C'était l'article le plus extraordinaire que j'avais jamais lu. Ça parlait d'ingénieurs et de gens techniques comme moi qui trompaient les compagnies de téléphone et installaient des réseaux dont l'existence était inimaginable. Wozniak est tellement emballé par l'article qu'il se met à fabriquer sa propre Blue Box. Au début, j'installais des puces de ma propre conception sur une petite carte vide et j'y reliais des câbles en les soudant. Quand la Blue Box a été terminée, certaines tonalités étaient bonnes et d'autres pas. C'est là que j'ai eu besoin d'entrer en contact avec Captain Crunch. Après avoir été démasqué suite à la parution de l'article sur la Blue Box, John Draper fait profil bas. Il a même abandonné ses passages occasionnels à la radio pirate locale. Tout le monde disait que John Draper était Captain Crunch. On a appelé la station de radio pour demander que John Draper nous contacte. Ils ont dit qu'il avait disparu de la circulation après la parution de l'article. Là, on a su que c'était bien lui. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne. Je me suis dit, oh là là, ça ne présage rien de bon. C'était lui. Il a dit qu'il venait à Berkeley et qu'il nous retrouverait à la résidence universitaire. J'avais l'impression d'amener le président des États-Unis chez moi. Je me suis embarqué là-dedans sans vraiment savoir ce qu'il se passait. Woz voulait que je lui montre comment utiliser la Blue Box. Il venait d'en fabriquer une. Je m'étais imaginé un gars du style rusé et charmeur, et quand il a frappé à ma porte, il ne correspondait pas vraiment à l'image que je m'en étais fait. Il m'a dit, c'est moi, Captain Crunch. Je leur ai dit, écoutez les gars, je le sens pas des masses là. Woz a répondu, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'avais l'impression d'être un héros. Je me suis dit que ça devrait aller, parce que j'étais dans une résidence universitaire et que ce serait difficile de localiser la personne qui allait passer l'appel. Woz a demandé si on pouvait appeler le pape. J'ai répondu, je pense que oui. J'ai pris le numéro du Vatican, on a appelé avec la Blue Box et on a demandé à parler au pape. On nous a dit qu'il ne pouvait pas répondre actuellement. Il était 4 heures du matin là-bas. Ce soir-là, j'ai commencé à apprendre des codes grâce à John Draper et d'autres, et aussi des techniques à utiliser. J'ai appris à manipuler les opérateurs. Je me suis entraîné de mon côté les semaines suivantes pour voir ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Je crois que j'avais un peu peur de me faire attraper. Quelques semaines plus tard, la voiture de Wozniak tombe en panne. Il est avec un ami, Steve Jobs, et heureusement, ils ont leur Blue Box avec eux. On s'est dit qu'on allait essayer d'appeler nos copains à Berkeley pour leur demander de venir nous chercher. Steve a passé l'appel avec la Blue Box, il a eu l'opératrice en ligne, il a eu peur et a raccroché. Il a rappelé, a eu l'opératrice en ligne et a raccroché de nouveau. Et là, un policier est arrivé. Il était dans la cabine téléphonique avec un boîtier à la main. La tuile. Le policier a dû nous prendre pour des toxicos parce que j'avais les cheveux longs. Steve a réussi à me passer la Blue Box que j'ai mise dans la poche de mon manteau. Le policier a demandé ce que c'était. Quand on appuyait sur les boutons, il en sortait différentes mélodies. J'ai dit que c'était un synthétiseur électronique. Le policier a dit, on dirait qu'il joue un peu faux. Il a demandé à quoi servait le bouton orange, celui qui sert à prendre le contrôle sur les lignes téléphoniques. Steve a répondu, c'est pour le calibrage. Le policier a dit, qu'est-ce qui a besoin d'être calibré? Il y avait de quoi avoir peur. On savait qu'on s'était fait attraper. Ils nous ont fait monter dans la voiture, les 2 policiers étaient à l'avant, Steve et moi à l'arrière, et celui sur le siège passager s'est retourné. Le policier a rendu la Blue